le monde m'a dit, mais t'es complètement à côté de la masse, on n'ira jamais à 35 heures, on va finir à 40, 45 heures. Franchement, tu te rends pas compte de ce que c'est. J'ai deux leitmotifs, c'est rendre possible l'impossible. Et tu vas atteindre le sommet, arrête de regarder la montagne, gravis-la. Et ça, c'est ça depuis le jour où je me suis fait opérer, c'est deux phrases qui résonnent vraiment en moi. Le but, c'est qu'elles fassent un petit peu sens à d'autres personnes aussi. Croyez en vos rêves. Je crois qu'aujourd'hui, un de mes plus grands regrets, c'est de pas avoir écouté ma maman à 16 ans, quoi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Thomas Billot, un trailer, entrepreneur et aventurier dans l'âme qui n'a pas fini de nous surprendre. Après une opération de l'estomac visant à le sortir de son obésité, Thomas enchaîne les défis. Après sa traversée dans le massif du Jura en 2023, il nous annonce qu'il compte remettre le couvert cette année en 2024. Mais cette fois-ci, en faisant 7 traversées différentes dans 7 sports différents. Une année qui promet d'être riche en émotions. Dans cet épisode, vous allez découvrir son retour d'expérience sur son opération et les changements alimentaires que ça a impliqué par la suite, le plus grand regret qu'il a vécu lorsqu'il avait seulement 16 ans et la leçon que vous devez en tirer, et pour finir, une anecdote un peu improbable avec un champion olympique de biathlon. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Thomas Billot. Bonjour Thomas, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Elodie, merci de m'avoir invité tout d'abord. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour démarrer? Alors, je m'appelle Thomas, j'ai 33 ans, je suis heureux papa d'une petite fille de 7 ans. Et je suis, on va dire, aventurier à ma façon. J'aime bien vadrouiller en extérieur, vadrouiller en sport outdoor et surtout me faire plaisir dehors. Voilà un peu ce que je suis aujourd'hui. Et je suis en formation pour devenir diététicien nutritionniste. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire avec le sport pour démarrer et comment t'en es venu à te prendre de passion pour le trail? Alors j'ai une histoire un peu particulière avec le sport. En fait, je suis un ancien obèse. Il y a encore 3 ans, bientôt 4 ans de ça, je pesais encore 147, 150 kilos. Et j'ai été opéré de l'estomac en février 2020. Et de là, voilà, je savais après l'opération, il fallait changer un peu ses habitudes de vie, donc aussi bien nutrition que sport. Je suis dans une famille de sportifs où mon papa court pas mal, mon frère a un bon niveau de trail, vélo, enfin de ski, de tous ces sports-là. Et en avril 2020, ils m'ont un peu vexé en m'invitant à venir leur faire l'assistance sur un trail au mois de juillet. Et je leur ai dit à ce moment-là, bah, il est hors de question, moi, je veux venir le faire aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à courir. Donc j'ai commencé au Trail des Hauts-Forts à Morzine avec un 22 km avec 2000 mètres de dénivelé. Je suis arrivé à l'arrivée et puis bah, c'est de là qu'a commencé la passion course à pied, passion nature extérieure et passion plaisir, quoi. Ok. Pour revenir un petit peu sur ton opération, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été l'élément déclencheur? Et ben, l'élément déclencheur, c'est ma fille, tout simplement. Luna, elle est née en novembre 2016. Et très rapidement, je me suis rendu compte que bah, avec mon surpoids, voilà, même si j'étais en forme physiquement, j'allais à terme pas pouvoir en profiter comme j'aurais voulu parce que on sait, enfin, voilà, les obèses ont plus de mal à se déplacer, ont plus de mal à jouer, à courir et tout ce qui s'ensuit. Et, voilà, j'ai une fille, c'est pas pour ne pas en profiter. Donc, ça a été un peu l'élément déclencheur. Et du coup, j'ai rencontré mon médecin traitant qui m'a proposé l'opération. Donc, l'opération, c'est la sleeve. Elle consiste à réduire l'estomac de 2 tiers. Donc, on nous coupe 2 tiers de l'estomac, on nous enlève la glande qui s'appelle la gréline qui sécrète la faim. Et du coup, bah, en fait, on a une capacité alimentaire qui est 2 tiers moins grosse qu'une personne lambda. Et c'est ce qui permet de lancer le processus d'amaigrissement, quoi. Ok. Et du coup, dans ta pratique aujourd'hui du trail, quel impact ça a? Est-ce que du coup, tu dois adopter une alimentation particulière en course, par exemple? Est-ce qu'il y a...
Alors oui, effectivement. Alors, bah, déjà au quotidien, ça change beaucoup parce que moi, souvent, dans les habitudes, on fait 3 repas par jour, voire 4 avec une collation. Moi, j'en fais 5 voire 6 parce que vu que je mange en toute petite quantité, et ben, il faut quand même que je puisse nourrir mon corps, sachant que quand on sort de l'opération, en gros, un repas, ça représente un pot de yaourt et demi. Donc voilà, c'est bien d'imager un peu que les gens se rendent compte. Et du coup, bah, mon alimentation en course, je suis obligé d'étaler encore beaucoup plus que ce que font la plupart des coureurs, avec des aliments qui apportent pas mal d'énergie. Et voilà, vu que je fais du long, bah, c'est souvent plus des produits salés et plutôt, on va dire, lipidiques qu'avec du sucre, parce que je tolère mal le sucre. Voilà, donc c'est un peu l'adaptation, mais même encore aujourd'hui, et même en faisant des études dans la nutrition, bah, il y a la théorie et la pratique. Sur le papier, bah, tout ce qu'on met en place, ça doit fonctionner. Après, on sait bien que bah, quand on est en course, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a tellement de process autres qui sont indépendants de notre volonté que bah, c'est une constante apprentissage, mais c'est ça qui est sympa, quoi. OK. Tu viens de nous dire que du coup tu consommes plus de lipides que de glucides en course. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu tolères mal, les glucides? Alors en fait, quand on a une réduction de l'estomac comme ça, il y a un phénomène qui s'appelle le dumping syndrome, qui peut être un peu assimilé à une hyperglycémie, en fait, une surdose de sucre, dans le corps. Et en fait, si j'ingère trop de sucre en une seule fois, et ben ça m'apporte voilà un malaise, je me mets à transpirer, j'ai le cœur qui accélère, un peu voilà un syndrome d'hyperglycémie et du coup bah je fais attention à la consommation de sucre pour pas voilà. En fait, c'est que vu que l'estomac est moins gros, bah, en fait le sucre va directement dans l'intestin et rebascule directement dans le sang, ce qui fait que en fait le taux de sucre dans le sang augmente considérablement. OK, et du coup en Et termes même, de ah, oui, ouais, excuse-moi. dis-moi? Et je disais même au niveau gustatif, en fait, sur du long, j'ai très vite bah, le dégoût du sucré, en fait, ce qui fait que bah, je passe, voilà, je passerai rapidement à des choses salées ou des choses voilà, qui apportent d'autres choses, quoi. D'accord, c'est intéressant, et du coup ça a un impact sur ta performance? Enfin, est-ce que tu arrives à métaboliser, enfin, est-ce que tu t'es habitué, ton corps s'est adapté au fil du temps à métaboliser plutôt les lipides en course que les glucides? Oui, alors déjà au quotidien, je consomme beaucoup de glucides complexes, voilà, tout ce qui va être pas de sucre simple, quoi, c'est ça que je veux dire. Et après, c'est vrai que sur tous mes entraînements, je me base plutôt sur de l'alimentation un peu lipidique, à base de léagineux, à base de, euh, voilà, qui me permettent de petites patates douces, des choses moins, avec des indices glycémiques moins hauts également, qui font bah, mon corps est habitué et sait les métaboliser et apporter ce qu'il faut. Mais ça, une fois de plus, et ça je le répète toujours, c'est ce qui fonctionne pour moi. Chacun, chacun est différent. Ce qui va fonctionner pour moi va pas forcément fonctionner pour toi. Et pour une autre personne, ça sera encore différent. Et c'est pour ça que la nutrition, ça je le répète par mon métier également, c'est un entraînement, tout comme on va s'entraîner à faire du fractionné en côte, eh ben, on va s'entraîner à manger, à savoir ce qu'on tolère pas. Tout comme on va s'entraîner à essayer une paire de chaussures et qui n'ira peut-être pas forcément pour toi, qui ira pour moi. Voilà, c'est un entraînement à part entière. OK, et du coup, pour recontextualiser un petit peu, c'est quoi un petit peu tes types de distances? Quel volume d'entraînement tu as à la semaine à peu près? Alors, moi, je suis un peu un touche-à-tout. Donc, je suis pas spécialisé, spécifié, je sais pas comment on dit, dans le trail. J'aime la longue distance, donc l'ultra. Mais l'ultra dans toute sa splendeur et dans tout ce que ça apporte. Donc, ça peut être aussi bien de l'ultra en, à pied, donc en trail. Donc, là, par exemple, cette année, j'ai fait la traversée du Jura en courant, donc 190 km. J'ai tenté de faire le Grand Raid du Finistère. Euh,
je remercie la personne qui m'invite aujourd'hui aussi. Voilà, qui a donné mon contact, où là, j'ai abandonné sur les 166, mais je suis plutôt, voilà, un coureur de long. J'ai fait le tour de la Guadeloupe en vélo cette année, donc 340 km en une traite. Voilà, c'est plus des distances, peut-être moins vite, mais beaucoup plus longues, quoi. OK. D'ailleurs, est-ce que tu connais des athlètes élites qui ont subi la même opération et qui font de l'ultra-distance à haut niveau aujourd'hui? Des élites, non. Des athlètes, oui. Ouais, Des élites, non, mais j'aimerais bien, enfin, si il y en a, j'aimerais bien les rencontrer, qu'on puisse justement discuter. À ma connaissance aujourd'hui, non, il y en a pas. Enfin, ou du moins, j'en ai l'ignorance. Mais après, il y a des athlètes, oui, qui ont subi ce genre d'opération. Et ce qui est marrant, voilà, par exemple, j'en connais un plutôt bien, qu'on a déjà beaucoup discuté, qui fait du triathlon. Et lui se nourrit intégralement de gel, donc qui ont quand même des bases glucidiques très très élevées, et il n'a aucun souci. Moi, si je consomme ce que lui consomme, c'est même pas envisageable, j'abandonne au bout de 10 kilomètres. OK, ouais, c'est intéressant. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur, tu viens d'évoquer la traversée du Jura notamment. J'avais vu un petit peu, le micro-documentaire que tu avais fait. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, voilà, ce qui a motivé, ce projet-là, à la base? Et ben, en fait, ce projet-là, pour tout recontextualiser, je suis parti en Guadeloupe, en début d'année, donc janvier-février, pour mon stage de BTS. Et, heu et en fait, j'ai rencontré des gens formidables en Guadeloupe, qui m'ont poussé un petit peu dans le défi de faire le tour de Guadeloupe en vélo. Du coup, j'ai beaucoup roulé là-bas, j'ai organisé ça, ils m'ont accompagné, on a fait, vraiment un truc sympa avec un reportage photo, un reportage vidéo, enfin voilà, c'était assez cool. Et après, je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je vais faire?» J'avais une course de prévue en France, en revenant, donc la TDS. Et je me suis dit: «Bah, faudrait que je me mette un petit objectif». Et bah, je suis jurassien, les montagnes du Jura, je les connais quand même pas mal. La grande traversée du Jura, l'organisme grande traversée du Jura, c'est quand même bien représentatif de ce qu'on aime dans le Jura. Je me suis dit: «Bah, tiens, je vais faire une partie». Et en fait, je suis tombé sur une trace qui était déjà faite par Stéphane Brognard, donc que lui avait créé. Voilà, on avait tout prêt. J'ai dit: «Bah, allez, je me lance là-dedans». Donc j'ai trouvé 2 compères pour venir avec moi. On a fini, au final à 5 compères. On a mis tout ça en place, et c'était me dire, bah, rendre, rendre possible l'impossible, quoi. J'avais jamais fait plus de 85 kilomètres en courant. Je me suis dit: «Bah, là, voilà, on se lance sur 180». Au final, on finit à 190 parce qu'on a un petit peu jardinier dans les montagnes. Mais voilà, c'était le défi, c'était l'aventure, et surtout le dépassement de soi. Et même si j'aime pas dire ça parce que je le suis rarement, mais être un petit peu fier de soi à l'arrivée, de se dire, voilà, j'ai réussi à faire ça, et donner envie en fait aux autres, c'est surtout ça. OK, intéressant, et comment tu as vécu du coup cette aventure-là? Et ben, en fait, ça a été pas mal de préparation. J'ai vraiment essayé de faire les choses bien. On avait, une équipe qui nous suivait, qui nous a fait l'assistance, donc tous les 10-15 kilomètres, on avait une petite assistance avec tout ce qu'il nous fallait pour recharger les sacs. J'ai été en partenariat avec Brooks, j'étais en partenariat avec Happy Run, avec l'Instant Outdoor, un autre podcast de sport, un magasin bio. On a vraiment essayé de monter un projet sympathique autour de ça, pour parler un petit peu, bah, du projet, de parler des montagnes du Jura, puis surtout, voilà, de donner envie. À côté de ça, j'ai quelqu'un qui est venu me faire un film, donc Pierre-Antoine, View Picture, qui nous a fait un film sur la traversée du Jura, enfin même 2 films. Un film sur plus mon histoire, mes motivations, ce qui m'amène à faire ça, et un petit peu la traversée du Jura, et un film 100% traversée du Jura, qui est en libre d'accès sur YouTube. Et voilà. Et en fait, ça a été beaucoup de préparation. J'ai vécu des moments exceptionnels. Voilà, ce qui est marrant, c'est que c'est très long. On a couru pendant 33 heures, 33h20, et en fait, au final, c'est hyper court. Euh, Ça peut paraître un peu drôle quand je dis ça, mais tout est passé hyper vite. Et en fait, on est passé par des phases où on a rigolé, on s'est vraiment donné de rire. La phase où, bah, voilà,
un des copains qui abandonne parce que voilà, ça va pas comme il veut, il préfère abandonner. Après, il y a eu la nuit où là, tu rentres presque, je dirais, en méditation. T'es un peu tout seul. Moi, j'avais mis un peu de musique, même si j'avais du monde autour de moi, mais j'avais besoin d'être dans ma bulle, d'être ouais, concentré sur moi-même, voilà, à une sorte de méditation, je pense vraiment sincèrement. Et, euh, et voilà, et après, c'est un grand moment de partage parce qu'on est parti donc à trois, François, Gary. Gary, le jour où on est parti, moi, ça faisait 24 heures que je le connaissais. C'est un copain François, voilà, il m'a dit est-ce que je peux venir avec mon pote? Je lui ai dit bah écoute, il n'y a pas de souci. Et en fait, au final, 33 heures après, on se fait un câlin. Et aujourd'hui, c'est un super copain. Il m'a fait payer ça dans le Finistère. On a plein de projets à venir ensemble. Enfin, voilà, c'est le sport tel que je le vois. Ok, il y a le dossard, il y a plein de choses. Ça peut être hyper intéressant de se battre contre d'autres personnes, mais il y a aussi prendre plaisir et se battre des fois contre soi-même. Et ça, je pense que c'est la meilleure façon de se connaître pour pouvoir performer derrière. Ouais, je suis d'accord. Par rapport à ce que tu avais imaginé du coup de cette course-là, quelles ont été un peu les surprises pendant la course? Et ben en fait, j'avais fait un programme prévisionnel, temps de passage, j'ai essayé de faire ça bien, vraiment calé pour que tout le monde puisse nous suivre bien. J'étais parti sur une base de 35 heures. Tout le monde m'a dit, mais t'es complètement à côté de la masse, on n'ira jamais à 35 heures, on va finir à 40, 45 heures. Franchement, tu te rends pas compte de ce que c'est. Donc ça, déjà, c'était la première surprise de tous leur dire, vous voyez, j'avais raison, parce qu'on a mis 33 heures au final. Euh, après, bah, comme à son habitude, j'ai un peu eu de problème de ventre, voilà, je suis un peu habitué. Mais là, c'est moi qui ai fait une erreur parce que j'ai bu de l'eau glacée dans une fontaine et puis bah, en fait, ça m'était traqué. Voilà, alors là, c'est à ce moment-là que j'ai eu de la chance d'avoir une équipe d'assistance qui m'a trouvé du bouillon, qui m'a trouvé du riz, enfin voilà, qui a fait ce qu'il fallait pour que je puisse continuer. Mais en fait, tout a été positif. Il y a pas pas une négative parce que même si des fois t'es mal, bah, en fait, tu rebondis, tu trouves la ressource intérieure pour avancer. C'est ça qui est génial dans l'ultra, en fait, c'est que t'as toujours, bah, il y a toujours du up, il y a toujours du down. Puis quand tu es dans le down, bah, c'est là que tu trouves la ressource intérieure, le beau lever de soleil qui te permet de te dire, ouais, mais c'est trop bien ici, c'est bon, au pire, tu t'arrêtes 5 minutes, tu t'arrêtes 5 minutes, tu regardes le paysage et puis tu repars ressourcé et c'est parti, quoi. Après, la partie que je connaissais pas du tout, c'était le sommeil. Parce que j'avais jamais fait plus de 24 heures. Alors, j'ai fait 24 heures en vélo j'avais fait le tour du Mont Blanc en vélo l'année d'avant. On avait roulé 23 heures, donc je connaissais vraiment pas. Et en fait, au final, bah, sur 33 heures, j'ai dormi, je sais pas, 12-13 minutes, quoi. Une fois 5 minutes contre un poteau, et puis une fois 7-10 minutes allongé dans les graviers, euh, histoire voilà, de se reposer. Et en fait, c'est des micro-siestes qui sont hyper régénératrices, quoi. OK, parce que du coup, vous êtes partis le matin et vous êtes arrivés le soir Oui, du on est lendemain? parti, le samedi matin à 8 heures de Pontarlier dans le Doubs. Et on est arrivé, alors si je dis pas de bêtises, à 17h15, un truc comme ça, le dimanche à Bellegarde-sur-Val-sur-Rhône, donc dans l'Ain, à l'arrivée de ce qu'on avait OK. prévu, quoi. Et finalement, c'est quoi qui a été le plus difficile à gérer, sur une course comme ça, C'est pour une l'allure, première je pense. ultra? Moi, je pense que L'allure? c'est l'allure, ouais. Parce que, parce qu'en fait, là, on est parti sur un certain rythme. Alors, au début, on a l'impression que c'était un peu rapide, puis au fait, au final, bah, on a un peu maintenu le rythme. C'est pas mal allé, mais en fait, c'est de se connaître. C'est que ce qui est difficile, c'est de se connaître. Ce jour-là, j'étais hyper en forme, tout allait bien. Puis en fait, peut-être que j'aurais fait 3 jours après, ça aurait pas été pareil. En fait, je pense que le plus dur, c'est de savoir rebondir. Quand il y a quelque chose qui va pas, c'est de trouver le truc positif qui va te faire avancer et qui va te donner l'envie de rebondir. Et voilà, quoi. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu es arrivé? Et ben, beaucoup d'émotions parce que je touchais le but de mon défi, quoi. Voilà, je suis arrivé à ce que je voulais, quoi, être au bout, être encore à peu près frais parce que ça va, j'étais lucide, j'étais peut-être pas frais, mais j'étais lucide, quoi. Et d'avoir réussi à amener le projet, trouver toutes les ressources pour avancer et c'est vraiment
bah, ce qui était cool, quoi. Voilà, c'était ça. J'étais vraiment cool. Mais après, pour voir ce que j'ai ressenti, le plus simple, c'est que j'invite tout le monde à aller regarder le film sur YouTube. Et je pense que les images parleront mieux que ce que je vous raconte là à l'instant T. Ouais, bien sûr, je mettrai avec grand plaisir le lien, le lien en Super, description. c'est gentil. De manière globale, qu'est-ce que le trail t'a enseigné? Qu'est-ce que tu en retiens pour ta vie de tous les jours? Et ben en fait, le trail, ce qu'il m'a enseigné, c'est que il y a, il y a rien d'impossible. Il y a rien d'impossible. C'est-à-dire que ce soit dans n'importe quel domaine, en fait, quand on s'en donne un petit peu les moyens et qu'on croit en ce qu'on a envie de faire, alors je dis pas forcément croire en soi, hein, mais vraiment croire en ce qu'on a envie de faire, eh bien, on peut toucher du doigt l'objectif. C'est-à-dire que moi, le jour où je me suis lancé sur le 22 km, le premier, je savais pas où j'allais, quoi. Alors, c'est sûr que tu te dis 22 km, bon, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est pas grand-chose, on peut le prendre dans tous les sens qu'on veut, c'est une distance, voilà. Donc, il y a des gens qui ne le feront jamais, il y a des gens qui le font tous les jours, même des fois, certains 2 fois par jour. Ça reste une distance, il n'y a pas à dévaloriser n'importe quelle distance, mais voilà, et là, à l'arrivée de ça, bah, une fois de plus, j'ai pleuré, ou j'ai pleuré tout le temps, moi, en fait. Mais, voilà, c'était vraiment beaucoup d'émotions parce que j'étais arrivé au terme du premier objectif que je m'étais fixé. Et ça a été vraiment bah, une ressource mentale, en fait. Je pense que le trail ouais, le trail voilà, parce qu'au début, j'ai vraiment fait beaucoup de courses à pied avant de faire du vélo ou autre sport. Je pense que c'est ce qui m'a construit le mental que j'ai aujourd'hui à jamais rien lâcher et à me donner tous des objectifs un petit peu plus fous et un petit peu plus ambitieux à chaque instant. Voilà. Et c'est vrai que bah, moi, voilà, là, j'ai abandonné cette année, bah, il y a eu le physique, mais je pense qu'il y a aussi eu une part de mental où j'étais peut-être pas prêt mentalement comme j'aurais dû le penser. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'apporte au quotidien, voilà, le trail, c'est ce que ça va vraiment apporter au quotidien. Et la résilience, voilà, rester humble parce on n'est jamais à la merci de rien et on ne sait pas ce qui peut arriver, quoi. Donc c'est vraiment un sport qui au-delà de donner envie avec la nature, avec l'outdoor et de vraiment en osmose en extérieur, mais ça t'apprend le mental, ça t'apprend voilà, la résistance, la, être performant mentalement et ne jamais rien lâcher. OK. Aujourd'hui, ce serait quoi tes prochains objectifs? Soit de course, soit d'expériences que tu aimerais vivre ou d'émotions que tu aimerais ressentir? Alors là, aujourd'hui, je prépare un gros défi pour 2024. Alors, je le prépare plus que je le prépare parce qu'aujourd'hui, là, le jour où on enregistre, j'ai fait le lancement officiel ce matin du défi 2024. Donc, cette année, j'ai fait la traversée du Jura, donc 190 km, sur un parcours officiel de 400 km. C'est-à-dire que ce parcours-là, normalement, il est balisé par un organisme qui s'appelle Grande Traversée du Jura, donc GTJ. Et c'est un balisage qui est permanent dans le Jura qui fait 400 km. Et en fait, mon aventure 2024, c'est que l'organisme Grande Traversée du Jura propose 7 itinéraires différents pour 7 sports différents. Donc, randonnée en raquette et ski de randonnée nordique, ski de fond, VTT gravel, vélo de route, 2 fois vélo de route, pardon, randonnée pédestre ou trail et cheval. Et mon objectif 2024, c'est de faire les 7 parcours dans leur intégralité, dans les 7 sports différents, sur l'année complète. Euh, voilà, c'est mon gros objectif d'aventure 2024. Après, j'ai 2 courses de vélo de 1000 km en plus qui sont greffées dans le programme de l'année, la RAF 1000 et puis la Bernadette. Et voilà, OK. mon année sportive va s'axer comme ça, mais c'est vraiment mon gros défi, c'est la traversée du Jura et tout ce qui en résulte, quoi. C'est quelque chose que tu vas essayer de documenter? Alors, c'est pas que je vais essayer de le documenter, c'est que je vais le documenter. J'ai la même équipe de film que l'année dernière, donc Pierre-Antoine, plus
plus d'autres personnes qui vont venir se greffer parce que il y a une problématique temps. Je vais quand même partir des longues heures. Pierre-Antoine, c'est pas non plus son métier principal. Enfin, c'est son métier principal, mais il travaille aussi à côté. Et en fait, je peux pas forcément me bloquer des dates exactes sur la partie hivernale parce que ça va dépendre des conditions d'enneigement. Donc, j'ai plusieurs personnes qui vont aussi m'accompagner pour la réalisation d'un film documentaire sur la traversée du Jura, mais enfin voilà, sur mon défi qui s'appelle Traverser les quatre saisons. Ce sera aussi le titre du film d'ailleurs. Et le but, c'est de documenter ça sur l'aspect jurassienne, donc en mettant un petit peu en avant les montagnes et tout ce qu'on peut y faire dans notre beau massif jurassien, mais aussi toute la partie préparation, la partie conditionnement à chaque épreuve, parce que je vais quand même passer du ski de fond au cheval. La dernière fois que j'ai monté à cheval, je pense que je devais avoir 13 ans, je crois, j'en ai 33, donc ça fait 20 ans à peu près. Voilà, va falloir se préparer un petit peu parce que c'est quand même des très très longues distances et voilà, donc c'est ce qu'on va documenter, quoi. OK, bah, je regarderai ça avec, avec beaucoup d'attention. Pour basculer sur la partie, nutrition, Oui, tu nous as dit qu'après ton opération, tu t'étais réorienté. c'est Est-ce ça. que tu peux, nous raconter un petit peu ce qui t'a donné envie de changer de voie professionnelle? Alors en fait, c'est pareil, c'est un peu le je dirais le courant de la vie, après mon opération, donc moi quand je me suis opéré, j'étais commercial, j'étais, responsable, de secteur dans une entreprise, d'électroménager. Je gérais une équipe de plusieurs vendeurs, et en fait, la pression des chiffres, je me retrouvais plus forcément dans ce système-là. Je me retrouvais pas, voilà, c'était plus forcément en adéquation avec ce que j'aimais. Et on l'a pas catégorisé comme ça, mais je pense qu'avec du recul, j'ai fait un petit burn-out et voilà, j'ai arrêté et j'ai fait. Alors moi, on va dire la feuille, un trait sur une feuille, les plus, les moins de ce que j'aimais en gros dans la vie. Et puis c'est la nutrition qui est ressortie dans les plus, 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 plus. Et voilà, j'ai regardé des formations. Alors j'ai commencé par faire une formation, je dirais un peu lambda de coach en nutrition, voir surtout si ça me plaisait en fait ce qu'on apprenait dedans. Et ça m'a plus que plu, voilà, l'accompagnement. Et du coup, j'ai attaqué en septembre 2021, donc quasiment un an après, un BTS diététique euh, que j'ai passé en formule progressive et à distance, euh, que j'ai passé là au mois de juin 2023, mais j'ai loupé quelques épreuves, donc je le repasse en juin 2024. Enfin, les épreuves que j'ai loupées, je les repasse en juin. Mais là, j'accompagne déjà voilà, quelques sportifs ou autres dans le dans l'aspect nutrition, mais aussi motivation. Motivation, en fait, je traite la nutrition au sens large. Aujourd'hui, alors je prends pas en charge des personnes qui ont des pathologies hautes parce que je n'ai pas le diplôme pour, hein, bien entendu. Mais c'est plus l'aspect rééquilibrage et après source de motivation aussi pour se remettre en activité physique. Je ne vais pas parler de sport, je parle vraiment d'activité physique, vraiment une nuance là-dessus. Et donner envie. Donc avec mon parcours, bah, voilà, parler aussi de mon parcours pour donner un peu envie aux autres de sortir du canapé et puis c'est un peu péjoratif de dire ça, mais voilà, d'aller marcher, de faire la trottinette, faire du vélo, faire ce qu'on veut, mais d'aller voir un peu dehors ce qui s'y passe. OK. Juste, est-ce qu'on peut revenir sur un point, en fait, enfin, qu'est-ce qu'on a le droit de faire concrètement, légalement, sur de l'accompagnement quand on n'est pas diplômé, du coup? Eh ben, légalement, on peut accompagner des gens qui n'ont pas de pathologie, donc zéro pathologie, c'est-à-dire qui ne sont ni obèses, qui n'ont pas de diabète, qui n'ont pas de cholestérol, qui n'ont pas de cancer, qui n'ont zéro pathologie et qui veulent, voilà, on peut faire de l'accompagnement en nutrition. Là, on ne fait pas de plan alimentaire, mais voilà, on donne des conseils. On va pas leur dire, il faut que vous mangez 30 grammes de riz, 40 grammes, je dis n'importe quoi au niveau des quantités, il ne faut pas retenir ça, mais voilà, c'est plus dans votre assiette, il faut qu'il y ait ça, de proposer des menus équilibrés. Voilà, c'est euh, vraiment faire de l'amélioration et de manger plus sainement et donner des conseils sur ce parti-là. OK, d'accord.
Et du coup, aujourd'hui, tu exerces en tant qu'auto-entrepreneur? C'est C'est une ça, autre, OK. c'est ça. J'exerce en tant qu'auto-entrepreneur. Et là, à partir du mois de janvier, j'ai aussi proposé des stages avec des personnes formés dans le trail, formés dans le ski, formés en randonnée, des accompagnateurs ou des éducateurs sportifs, pour proposer à des personnes. Alors, ça sera pas des jeux, pas d'élite. J'ai rien contre les élites, mais il y a déjà tout ce qu'il faut pour eux. Mais c'est plus des personnes bah, qui ont envie de se donner des petits défis, voilà, de partager un week-end qui sort un peu de l'ordinaire, où on va aller se promener un peu et on va allier ça à la nutrition, au bien-être. Voilà. OK. C'est quoi ta mission, si tu devais résumer, en une phrase, c'est quoi ta mission à travers cette activité? Et ben, ma mission, c'est de. Alors, en une phrase, c'est compliqué. En deux phrases, j'ai le droit de deux phrases? Oui, bien sûr. Ah oui, j'ai le droit de deux phrases. Non, l'idée, c'est de donner envie aux gens de se reprendre en main, mais surtout de croire en leurs rêves. C'est-à-dire que moi, j'ai deux leitmotifs, j'ai deux punchlines. Voilà, c'est rendre possible l'impossible. Voilà, ça c'est tatoué sur mon mollet, donc voilà, j'y crois vraiment. Et la deuxième punchline, c'est si tu veux atteindre le sommet, arrête de regarder la montagne, gravis-la. Et ça, c'est ça depuis le jour où je me suis fait opérer, c'est deux phrases qui résonnent vraiment, vraiment en moi. Et le but, c'est qu'elles fassent un petit peu sens à d'autres personnes aussi. C'est-à-dire que, bah, en se disant, il y a des gens qui vont se dire, non mais moi courir un trail de 5 kilomètres, c'est pas pour moi parce qu'on m'a toujours dit que j'étais trop gros, je parle cru, hein, c'est comme ça, mais c'est quand même ce qu'on entend au quotidien, hein. Moi, si j'en étais resté à ce que mes profs de sport m'ont dit au lycée ou au collège, j'en serais pas là au jour d'aujourd'hui, quoi. Et non, bah, t'as pas le physique pour faire ça, t'as pas le physique pour faire du vélo, t'as pas le physique pour faire de la trottinette ou t'as pas le mental, c'est pas fait pour toi. Non, stop. En fait, tout est fait pour tout le monde. Et c'est sûr, il y a des gens qui vont être beaucoup plus performants. Parce qu'il y a des gens, bah, ils ont un morphotype ou un métabolisme qui va leur permettre de courir hyper vite pendant 10 kilomètres. Par contre, ils font jamais plus de 50 kilomètres en courant parce qu'ils en sont incapables. Bah, moi, à l'inverse, je suis incapable de courir vite à 10 kilomètres parce que je suis un vieux mazout. Mais à côté de ça, bah, j'arrive à courir 50 kilomètres parce que c'est ce qui me plaît. Et en fait, mon objectif, moi, dans l'activité que je suis en train de créer, c'est bah, déjà, elle se décompose en deux, c'est la partie aventure, parce que ça, c'est une partie que je vais aussi développer pour moi personnellement, parce que si tu ne vis pas les aventures, tu peux pas en parler aux gens, tu peux pas donner envie aux gens. Voilà. Et la deuxième partie, c'est d'accompagner des personnes lambda, des personnes qui vont me voir, à bah, aller dans ces aventures. Mais ces aventures, ça peut être, comme je dis, un 10 km en courant, 5 kilomètres en marchant, traverser un lac de 500 mètres à la nage. Enfin, il y a pas de petit Everest en fait. C'est accompagner les gens à croire en leurs rêves et ça, c'est vraiment et à se donner les moyens de leurs ambitions. OK. Parce que du coup, toi, quand tu étais plus jeune, il y a des personnes justement qui allaient, un petit peu à l'inverse de ça et qui t'ont démotivé, dans certains de tes objectifs? Bah, quand j'étais plus jeune, j'ai quand même toujours été sportif parce que j'ai joué quand même au handball depuis tout jeune. Mais, euh, mais la bienveillance des gens n'est pas toujours très prépondérante quoi, au quotidien. Et que c'est sûr que quand tu fais 1,85 m, 125 kilos, bah, t'as pas le physique à être un ultra trailer ou à être voilà et on te fait bien remarquer quoi. Ouais, c'est bien, t'es première ligne au rugby, ouais voilà, c'est bien. Mais en gros, si on reste dans les clichés, bah tu resteras première ligne au rugby ou judoka parce que voilà, mais tu pourras pas faire autre chose. Et en fait, c'est faux parce que suivant ce qu'on se donne comme moyen, ah oui, c'est sûr que ce sera peut-être plus dur que quelqu'un d'autre. On est bien d'accord. Mais ça reste un objectif à se fixer et il n'y a pas de voilà, il y a pas de petits objectifs. Ça peut être aussi, sans parler forcément de physique ou de conditions, mais ça peut être des gens de, entre guillemets, la ville, qui n'ont jamais trop vu la campagne, qui ne savent pas trop ce que c'est qu'une montagne ou un champ, bah de pouvoir les emmener marcher 5 km, ça, c'est un objectif, ça peut être un Everest pour quelqu'un, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Hem,
pour en revenir un petit peu à ton activité, le démarrage, comment est-ce que tu as structuré ton accompagnement et comment tu as trouvé tes 1 clients? Alors en fait, j'ai pas je dirais que j'ai pas de structure d'accompagnement parce qu'en fait, structuration, parce qu'en fait chaque personne est différente. C'est-à-dire que toi, tes besoins, si tu viens me voir, tes besoins vont pas être les mêmes besoins que ton ami, que une autre personne. En fait, je m'adapte vraiment à chacun. On regarde ce qu'il veut faire. Alors, c'est sûr, il y a un fond commun, parce on n'a rien j'ai rien inventé hein, dans tout ça, hein. Je me sers d'outils que j'ai appris, voilà, mais je me sers aussi de mon passé, des phrases que je peux mettre en avant par rapport à mon passé ou par rapport à ce que moi j'ai vécu et aux outils que j'ai créés pour moi. Mais en fait, chaque personne est différente. Alors c'est sûr qu'on a, entre guillemets, un protocole où on regarde, voilà, les objectifs sur du court terme, sur du moyen terme, sur du long terme, ce qui est possible, vers quoi on veut aller. Mais chaque personne est tellement différente que c'est pas possible de donner vraiment une structure basique pour tous. Après, les premiers clients, les gens qui m'ont accompagné, bah, qui m'ont sollicité, c'est du bouche à oreille, beaucoup. Et après, la communication par les réseaux sociaux sur ce que je fais, sur voilà, des gens qui viennent me questionner, mais moi, j'aimerais bien aussi, mais bah, feu, vas-y, viens, on travaille ensemble, je te propose mes services, voilà, on peut faire ça ensemble. Alors, bah, des fois, les gens, ils se disent, bah non, je peux pas, parce que si, ils se mettent des freins, parce que, au niveau de la famille ou autre, ça passe pas forcément. Puis il y a des gens qui disent, bah, ah ouais, grave, bah, vas-y, viens, on se lance ça comme projet, et voilà. OK. Après, quand je parlais de structure, c'était plus dans le comment dire? Dans la forme, c'est-à-dire quand quelqu'un te contacte, admettons, Mhm. heu, quel est le process que tu suis ensuite? C'est-à-dire enfin, il y a une phase de «diagnostic» entre guillemets et ensuite Bah, c'est ça. tu Alors, en adaptes, fait, c'est ça. Bah, après, il faut pouvoir connaître la personne, donc il faut déjà connaître ses habitudes de vie, son travail, parce qu'une personne qui va travailler 60 heures par semaine ou 45 heures, un artisan qui va travailler 60 heures parce qu'il a son compte, ou un employé qui va travailler 35 heures, ou quelqu'un qui a mi-temps, bah, tu n'as déjà pas forcément les mêmes objectifs possibles. Après, il faut aussi connaître son passé, voilà, bah, est-ce que c'est quelqu'un qui faisait du sport avant, qu'on n'a jamais fait, la prévention, savoir si bah, il y a eu des blessures dans le passé ou autre. Bah, voilà, après, moi, je ne fournis jamais un programme d'entraînement, c'est-à-dire parce que c'est pas mon métier, chacun son métier. C'est-à-dire que les gens, là, j'accompagne des personnes qui ont voulu que je les accompagne pour la nutrition, mais aussi se fixer un objectif de faire un 10 km. Et ben, je leur donne les conseils en nutrition par rapport à leurs habitudes de vie. Voilà, bah, par exemple, elle me dit que avant, tous les midis, bah, elle allait manger un sandwich, parce que c'était le plus simple, elle achetait un sandwich à la boulangerie. Alors, pas forcément non équilibré, bien entendu, mais bah, là, je le conseille plus de peut-être se préparer un plat la veille, de le réchauffer au travail, enfin voilà, de partir là-dedans, qu'on équilibre tout. Et puis après, bah, la préparation du 10 km, bah, là, je lui dis par contre, il faut que tu vois un coach sportif qui va t'encadrer ça correctement pour ne pas que tu te blesses, pour ne pas que tu te fasses mal, pour ne pas que tu te dégoûtes aussi, parce que des fois, quand on a un objectif, on veut trop partir vite dans l'objectif et on a un risque de blessure. Et moi, je suis plus là pour la partie bah, motivation. Ah bah là, j'ai un entraînement, je suis pas motivé, bah voilà, on trouve les leviers pour ça. Et si je le peux, parce que si l'emploi du temps le permet, bah, le jour, entre guillemets, de la course ou de l'objectif, bah, si je peux être présent sur place et puis en faire un petit bout ou être au bord pour encourager, bah, j'essaye toujours de le faire, hein. Je ne dis pas que je suis là systématiquement, mais j'essaye de le faire, tout comme si c'est des gens qui sont proches de chez moi à Besançon, et ben, si je peux aller partager une sortie de vélo avec eux ou une sortie de course à pied ou une sortie de rando ou une sortie de kayak ou n'importe quoi, bah, j'essaie toujours de le faire parce que déjà, j'aime ça. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure motivation que quand on est à plusieurs et qu'on peut partager aussi, partager ces moments, quoi. OK. Jusqu'à présent, c'est quoi un petit peu ta plus grande fierté, si je puis dire, sur ces accompagnements-là? Est-ce qu'il y a une personne qui t'a particulièrement marqué, un déclic, que tu aurais provoqué, qui t'a Alors là, particulièrement marqué? aujourd'hui, non, j'ai encore pas énormément de retours parce que je suis vraiment en lancement d'activité ou voilà, mais après, j'ai des retours sur des personnes qui vont m'envoyer un message en me disant, bah ouais, c'est inspirant, ça donne envie, voilà, c'est tous voilà, ces messages-là
qui donne l'envie de continuer, l'engouement quand voilà, on propose des nouvelles choses où les gens sont réactifs. Aujourd'hui, je suis en phase de lancement, donc les objectifs, on va dire à court terme et moyen terme, sont encore pas atteints, donc j'ai pas de retour direct, mais le jour où j'en aurai, ouais, je pense que ça va être une grosse fierté, quoi. Voilà, de se dire, bah, ces personnes-là, j'ai réussi à les emmener à leurs objectifs, et puis, si elles sont fières d'elles, si elles sont fières d'elles, et voilà, moi, j'en serai que, que fier également, mais c'est pas à moi d'être, en fait, c'est même pas à moi d'être fier, c'est vraiment la personne qui va vivre son Everest qu'il faut qu'elle soit fière d'elle. OK. Et justement, du coup, c'est quoi un petit peu, ta vision sur cette activité-là? Comment tu te vois te développer par la suite? Et ben, ma vision, donc moi, là, la vision sur l'année qui arrive, en gros, je vais avoir plusieurs axes. Donc, j'ai ma partie aventure à moi, où là, au début, je le prenais pas comme ça, mais maintenant, je me dis que ça fait aussi partie de mon activité professionnelle parce que ça me prend quand même du temps au quotidien, ça me prend du temps d'entraînement, bien entendu. Cette année, j'ai pris un coach pour ça, voilà, qui me prépare pour toutes ces traversées. La partie recherche de partenaires parce que ça, voilà, c'est quand même un petit peu onéreux de faire surtout le documentaire parce que le matériel en lui-même, je l'ai. Et je suis pas quelqu'un qui ait toujours besoin de matériel hyper high-tech ou hyper neuf pour avancer, mais voilà, on construit ça au quotidien. Après, j'ai la partie accompagnement des toutes les personnes, donc voilà mon cœur d'activité également sur la mise en place des stages ou autre, et c'est vraiment une partie que je veux développer sur les stages où on va faire de l'individuel, mais aussi du travail de groupe, voilà, de motiver tous ensemble et de vivre des expériences en extérieur qui vont être cool. Et la troisième partie, je travaille pour un équipementier de trail et j'accompagne en fait l'académie des jeunes. Là, je leur prépare en fait tous les menus sur les stages, les courses, je les accompagne sur les courses pour les aider à apprendre ou autre. Et puis après, on fait des retours euh, toutes les semaines avec eux sur leur alimentation, voilà, pour les emmener vers le parcours élite et qu'ils sachent, voilà. Donc c'est vraiment trois choses complètement différentes, mais qui au final sont quand même toutes embriquées les unes dans les autres. Et la quatrième chose, c'est que je fais des conférences. Je fais des conférences sur mon parcours à travers le film Renaissance, donc on a fait sur la traversée du Jura. Et là, c'est des conférences qui sont ouvertes à tout public. Alors souvent, les gens me disent, oui, mais toi, c'est le sport. Non, en fait, c'est pas des conférences sur le sport. C'est que moi, je me sers du levier sport pour me créer une motivation. Mais un sportif peut être aussi assimilé à un entrepreneur. Un entrepreneur qui lance son activité, bah, il a des hauts, il a des bas, il a des sources de motivation, il a des échecs tout comme le sportif. Et en fait, ce que je dis à travers le film, je le dis aussi en conférence dans des entreprises, dans des groupes de parole. Enfin voilà, c'est voilà un peu le cœur de l'activité que je crée et de ce que j'ai envie de créer. OK, c'est intéressant. Est-ce que tu as toujours eu un petit peu cette âme d'entrepreneur justement ou c'est quelque chose qui s'est développé par la suite? Non, j'ai toujours été un peu entrepreneur, j'ai toujours été un bon touche-à-tout, je dirais, enfin un moyen touche-à-tout. Ouais, j'aime bien essayer plein de choses. Voilà, quand j'étais commercial, bah, voilà, c'est un peu aussi le bagou du commercial, je dirais, de toujours chercher des solutions pour vendre. Sauf que là, aujourd'hui, j'ai plus envie de vendre, j'ai envie d'aider, voilà, c'est le côté bienveillant, voilà, le partage. En fait, c'est ce que m'a apporté les gens que j'ai rencontrés dans la vie, qui sont encore dans ma vie ou qui ne le sont plus d'ailleurs, mais tout ce que les moments de partage ou autres et qui permettent de créer ça. Mais oui, j'ai toujours été je suis issu d'une famille de commerçants, donc la partie entrepreneuriale, voilà, ça a quand même été un peu, j'ai toujours baigné un petit peu dedans, quoi. OK. Et du coup, sur du plus long terme, est-ce que tu as d'autres projets entrepreneuriaux? Et ben, ouais, j'en ai toujours, voilà,
créer vraiment mon entreprise. Après, j'ai plein d'idées pour la suite, mais pour le moment, je peux pas tout avancer de front. Il faut savoir prioriser. Il faut savoir prioriser. Il faut savoir se canaliser parce que sinon, on partirait un peu trop dans tous les sens. Par exemple, sur la partie nutrition, bah, au quotidien, là, je suis en train de travailler sur des e-books de recettes. J'aimerais pouvoir faire aussi un livre sur mon parcours. Enfin voilà, j'ai plein de choses, mais il faut savoir aller au bout des choses qui sont en cours. Et une fois que j'estimerai que ce qui est en cours est abouti, et ben, je pourrais me lancer sur un autre projet. Alors, je dis pas qu'il faut pas se lancer sur plusieurs choses, parce que aussi l'échec fait partie prenante de l'entrepreneuriat, du sportif, de tout ce qu'il en est. Et c'est aussi dans l'échec qu'on trouve les ressources pour rebondir et avancer, hein, bien entendu. Donc, c'est pour ça que je dis toujours à tout le monde, il faut croire en son projet. Mais son projet, il peut être sur un an et au final finir sur 2 ans. Et c'est pas parce qu'il a fini sur 2 ans que ça a été un projet qui a été échoué. Et je prends l'exemple de mon BTS. Je m'étais dit, il faut absolument que, bah, en juin 2023, en septembre 2023, parce qu'il donne les résultats 3 mois après, j'ai mon BTS. Je l'ai pas eu. Ça a été un échec. J'ai très mal vécu. Ça, je le cacherai jamais à personne. Mais aujourd'hui, bah, ok, j'étais pas prêt. Maintenant, bah, tu cherches les ressources nécessaires pour avancer. Tu prends des cours complémentaires, tu prends des choses complémentaires et bah, les épreuves que tu as loupées, tu les repasses et tu l'auras. L'objectif, il est là. Le chemin, il y a des gens qui vont prendre le chemin tout droit qui vont y arriver du premier coup. Et puis, bah, moi, j'ai pris plusieurs virages pour arriver au même point d'arrivée. Bah, c'est comme ça. OK. Tu toujours eu cette facilité à justement comment dire? À choisir, à faire des choix et à les suivre enfin sans ressentir de frustration ou quoi que ce soit? Pas du tout. Pas du tout. Ça fait pas très longtemps que j'assume intégralement ce que je fais et ce que je suis et ce que je veux être, je dirais. Euh, je dirais que ça fait, je pense, moins d'un an maintenant, hein, quand même. C'est quand même très, très récent. Bah, parce qu'en fait, on est quand même dans une société où si on suit pas le modèle qui nous est imposé, je dirais, depuis l'enfance, où il faut faire des études, il faut avoir des diplômes, puis après, il faut avoir un travail. Oui, c'est sûr, nos parents, nos grands-parents, ils travaillaient des fois 30 ans, 40 ans dans la même société. Ça fait 12, 13, ouais, 14 ans que je travaille, bah, j'ai peut-être travaillé dans 5 sociétés différentes. Puis aujourd'hui, je travaille pour moi. Je mène le travail que j'ai envie de travailler. Je n'ai pas forcément des horaires qui sont fixes. Ça m'arrive de travailler le samedi, le dimanche, mais de pas travailler le mardi et le mercredi parce que j'ai décidé que là, j'avais envie d'aller rouler pendant 2 jours en vélo. Voilà. Et en fait, je travaille pour me nourrir moi, nourrir ma fille quand je l'ai et faire vivre mon entreprise. Bah, du moment que le résultat il est là, voilà, il faut assumer ce qu'on fait, mais ça fait pas si longtemps que j'arrive à prendre du recul sur la vision familiale. Alors, voilà, la vision des parents, la vision même du cercle amical proche qui dit bah oui, ouais, enfin, tu fais ça, mais c'est quoi ton travail? Bah, mon travail, c'est ça. Voilà. Ouais, super intéressant. Avant de passer aux 3 petites, questions de la fin, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé et que tu aimerais aborder? Non, j'ai pas de sujet que je veux particulièrement aborder. Ce que je veux vraiment dire à travers, voilà, ça c'est mon discours de vie et c'est voilà, le discours que j'ai avec tout le monde aujourd'hui, c'est croyez en vos rêves. En fait, c'est juste ça. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, un de mes plus grands regrets, c'est de pas avoir écouté ma maman à 16 ans, quoi. À 16 ans, ma maman, elle m'avait trouvé un voyage humanitaire de 6 mois en Australie. Voilà, on avait monté un peu le projet ensemble. Puis au dernier moment, je dis, oh non, j'ai pas envie d'y aller, des copains, machin et tout. Aujourd'hui, je fais une truffe en anglais. Je parle pas l'anglais, voilà, alors que j'en ai besoin. J'aurais découvert des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, je me dis, bah, en fait, pourquoi t'as pas à un moment donné cru en ce que tu avais envie et voilà parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui bah faut croire en soi. Toi voilà tu as envie de faire des podcasts, bah t'as cru en toi, tu t'es lancé et c'est génial. Moi
moi, voilà, c'est la partie aventure, c'est la partie accompagnement, voilà, que j'avais envie de faire. J'aimerais bien aussi peut-être un jour faire un podcast, mais pas sur le même sujet. Enfin voilà, sur plein de choses. Et pour le moment, voilà, mais faut croire en ce qu'on a envie d'avoir et ce qu'on a envie d'être. Et voilà, c'est vraiment le mot que j'ai envie de donner et de dire, quoi. Ouais, c'est un très beau message. Pour conclure, j'ai 3 petites questions rapides à te poser. Ouais. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Alors là, là malheureusement, tu parles pas à la bonne personne parce que je lis pas ou très peu. J'écoute beaucoup de podcasts, mais je lis très peu. Pour la petite anecdote, en fait, pendant mes études, en fait, c'est ma grand-mère qui lisait les livres, qui me faisait les résumés, et moi, je refaisais les résumés à ma façon pour les cours de français. Bon, c'est pas bien. Faites pas ça, les enfants. Non, je sais pas vraiment de livres. Après, il y en a un qui m'a marqué, que j'ai survolé. C'est La gloire de mon père de Marcel Pagnol, que j'avais bien aimé. OK, Et sinon, il y a un livre, et c'est le seul et unique que je n'ai jamais lu, que j'ai lu. C'est un livre que mon grand-père a écrit. C'était son journal de bord pendant la guerre d'Algérie. Et en fait, c'est le seul livre que j'ai lu. Alors, parce que c'est un livre familial et voilà. OK. C'était il y a longtemps que tu l'as lu? Et ben, je l'ai lu il y a longtemps et je l'ai relu il y a peut-être 6 mois parce que je l'ai retrouvé en déménageant dans mes livres et voilà. OK, intéressant. 2e question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Et ben, le souvenir que j'aimerais laisser derrière moi, je pense que c'est vraiment la phrase rendre possible l'impossible, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. En fait, ce que j'aimerais, c'est que les gens ils disent, bah, oui, il y en a, ils l'ont fait. En l'occurrence, bah, Thomas, il l'a fait. Voilà. Il a perdu du poids, il a changé de vie, il s'est donné un petit peu les moyens de ses ambitions, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, hein, parce qu'après, ça, c'est un jugement après plus personnel, mais eh ben, pourquoi moi je pourrais pas faire pareil, quoi. Et s'il y a dans le monde une personne qui s'inspire du parcours que je peux avoir, pour moi, j'aurais gagné. OK, ouais, j'en doute pas. Et pour finir, est-ce que, tu aurais une petite anecdote à nous raconter qui soit en lien avec le sport? Une anecdote en lien avec le sport, moi j'en ai plein d'anecdotes en lien avec le sport. Mais, bah, une anecdote, ça peut être sur la traversée du Jura parce que je pense que c'est quelque chose qui m'a fait vraiment rigoler. Enfin, au début, qui m'a surpris, j'ai cru que c'était une mauvaise blague et après, en fait, le vendredi, avant de partir sur la traversée du Jura, je reçois un message sur WhatsApp. Je sais pas, ça devait être 18h30, 19h. Un vocal, un numéro que je connaissais pas et donc j'écoute le vocal et la personne qui me parle derrière s'identifie à Vincent Defrane. Vincent Defrane, c'est un champion olympique de biathlon franc-comtois. Donc quelqu'un qui a gagné les Jeux Olympiques en 2006. Enfin voilà, c'est quelqu'un, waouh, Vincent Defrane, quoi. Je veux dire, j'entends ce message-là et je me dis, c'est qui me fait cette blague? Franchement, c'est pas drôle, les gars. J'étais déjà un peu tendu, c'était la veille. Et je réponds pas. Et du coup, j'étais avec François, Gary, mon papa et tout à la maison. Et puis il me dit, mais s'il répond, ça se trouve, c'est peut-être lui. Puis je réécoute le message une fois, deux fois. Du coup, je vais sur l'équipe TV, j'écoute un enregistrement de lui parce qu'il est commentateur pour la Coupe du Monde. Je mets en lien les deux, je dis, si, pourtant, c'est vraiment sa voix, quoi. Donc, du coup, je réponds. Et il me répond 5 minutes après en me disant, bah écoute, j'ai envie de venir courir un bout de la GTJ avec toi, est-ce que je peux? En fait, ce monsieur qui est quand même un illustre français, que moi je suis rien quoi par rapport à ça, et il me demande l'autorisation de venir courir avec moi. Donc voilà, je pense que c'était quand même un grand moment bah, de plaisir pour moi. Et le lendemain matin, Vincent était là à 8h sur la place de Pontarlier. Il a couru les 10-12 premiers kilomètres avec nous. C'était un grand moment et du coup, je suis toujours en contact avec lui euh, par rapport au projet à venir. Et voilà, c'est un moment, voilà, mais il y a tellement de moments, en fait, il y a tellement de moments que j'ai vécu dans le sport que c'est difficile d'en donner un. Parce que
parce que en fait, à chaque course que je fais, je rencontre toujours quelqu'un. Tu partages toujours un moment avec quelqu'un. Si tu es un petit peu ouvert à la discussion, alors moi, je suis pas premier, donc j'ai un peu plus de temps de discuter. Ou voilà, voilà, j'ai fait des courses de vélo. Là, j'ai fait une course de vélo. J'ai rencontré des gens formidables. J'ai fait Gravelman. J'ai rencontré Steven Le Yarrick, qui est un aventurier français en vélo. Voilà, c'est des gros moments de partage. Et en fait, c'est ce qu'on arrive à vivre dans l'ultra, et c'est ce qui est vraiment génial. Et c'est pour ça que je m'épanouis là-dedans. C'est parce en plus du sport du dépassement de soi, il y a vraiment cette partie humaine où tu rencontres des gens formidables. Super, bah, c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup Thomas d'avoir accepté de venir sur mon podcast. Eh ben, Heu, merci à pour toi de l'invitation. C'est avec grand plaisir qu'on ait pu échanger sur mon parcours, du coup. Bah, tout le plaisir est pour moi. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi, c'est quoi les liens que tu aimerais donner pour qu'on puisse te retrouver? Eh ben, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, donc Thomas Bio, Instagram, Thomas Bio également, sur mon site internet www.thomasbio.com, rien de bien original. Et vous pouvez tout retrouver voilà, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux, vous me retrouvez en général, sur YouTube également. Et j'essaye de partager au maximum tout là-dessus. Ça marche, je mettrai tous les liens. Bah, sur ce, je te souhaite, une bonne continuation et beaucoup de réussite pour la suite. Eh ben, merci à toi et à bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre 2 minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow.